Look, you don't understand. There is a maniac trying to kill us. Welcome to New York. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue sur le Lazarus, en direction de New York. Aujourd'hui, nous parlons de Vendredi 13, chapitre 8, Jason à Manhattan, ou, bien connu sous Vendredi 13, chapitre 8, Jason à Vancouver. Sorti en 1989 et réalisé par Rob Eden, avec Jensen Daggett, Scott Reeves, Barbara Bingham, Peter Mark Richmond et Kane Hodder. Je suis Mathieu et ce podcast est donné. Alors, bienvenue dans la rétrospective des slashers Jason et Freddy. On est pas mal là, à la fin là, de vraiment la concurrence entre les deux personnages, où on a la popularité là, de Jason là, qui commence à vraiment là, chuter là, drastiquement. Même Freddy, qui va avoir un film qui va sortir à l'époque, en 1989, 2 semaines plus tard, après le film d'aujourd'hui. Le film de Freddy va frapper massivement sur le film, sur les retombées là, monétaire du film d'aujourd'hui, mais les deux dans le fond ils vont se battre au box-office. Freddy va tomber vainqueur du film d'aujourd'hui, mais on est dans vraiment là, comme un peu là, dans les derniers moments là, je veux dire là, c'est là dans ces années-là là, quand au prochain podcast on va parler de Freddy, on va parler aussi là, de je veux dire là, comme la déchéance là, pas mal là, des slashers là. On est en 1989, on a eu comme tout toutes les années 80 dans le fond là, avec plusieurs films d'horreur. On a eu toutes sortes de styles au travers de ça. On a eu comme une renaissance à peu près à mi-chemin où on commençait à incorporer beaucoup là, la comédie au travers de l'horreur, tout ça. Fait que on a eu beaucoup là, de cheminement. Puis même avec le film d'aujourd'hui, on va s'en rendre compte que le film n'est vraiment pas ce qu'il était là, à sa création là, en 1980. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 12 de la rétrospective. On a fait la rétrospective en ordre. Je vous rappelle juste, si maintenant vous venez de commencer là, à écouter le premier visionnement, puis c'est votre premier épisode, là, on est rendu à la 12e épisode dans cette rétrospective-là. On a fait tous les films en ordre depuis le premier film là, de Vendredi 13 en 1980, puis on a fait dans le fond les 4 premiers films de Vendredi 13, puis après ça, on a pas mal alterné avec l'arrivée en 1984 de Freddy Krueger avec Les Griffes de la Nuit. Puis c'est là où on a vu comme un peu là, les deux slashers là, commencer à se battre là, pour le trône du slasher ultime, là, si on veut. Là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est juste une rétrospective pour s'amuser avec les deux personnages. Puis vous pouvez aller sur premiervisionnement.com où vous trouvez l'onglet là, dans le fond de Freddy contre Jason ou Nightmare on Elm Street et Vendredi 13, Friday the 13. Et vous allez pouvoir voir toute la rétrospective qui est couverte en ce moment. Comme j'ai dit plus tôt, on est en 1989. Il y avait le dernier film de Freddy qui était sorti l'année précédente, Les Griffes de la Nuit 4, qu'il y avait récolté pas loin de 50 millions au box-office. C'est pas un 50 millions d'aujourd'hui, on s'entend, c'est un 50 millions là, de 1989, là, que c'est plus d'une centaine de millions là, si on transfère ça là, en chiffre d'aujourd'hui. C'est quand même assez massif là, comme succès. Fait que tu sais, en ce moment là, c'est sûr que c'est Freddy qui règne. Une fois que dans le fond que Freddy a commencé à rentrer là, dans la course, si on veut, il a comme dépassé là, rapidement Jason en point de vue monétaire. Mais c'est ça, fait que
Là, suite à la retombée là, du film là, de Vendredi 13, chapitre 7, qui avait récolté là, un petit peu moins là, que 20 millions. C'est sûr qu'on était un peu déçus du résultat. C'est sûr que c'est des films qui sont faits pour très peu, puis qui récoltent beaucoup. C'est des films qui sont faits en général pour 2,8 millions. Là. C'est les chiffres là, pour le dernier film, le chapitre 7. Puis en récoltant 20 millions, ben, il est encore rentable, mais ça descend tout le temps. C'est pas c'est tout le temps là, moins en moins que le film précédent. C'est peut-être à partir là, du film du quatrième film où ce que on avait dit qu'on allait tuer Jason, puis finalement qui avait été super rentable, puis que dans le fond on avait promis ça, puis là tout d'un coup on est en train de tirer la sauce. Honnêtement, je pense qu'aussi Freddy qui rentre là-dedans puis qui change un peu les choses, ça va faire ses forts là, dans la franchise. Ça, c'est des choses qui sont pas vraiment dites, mais moi, quand je regarde ça de même, là, ça coïncide pas mal. Là, qu'en 1984, on a le dernier Vendredi 13, puis on a le premier Freddy. C'est le dernier Vendredi 13, le chapitre 4, tout ce qui était supposé là, de terminer ça, là, le chapitre final qu'il avait appelé en plus. Alors, on commence à être à s'inquiéter qu'est-ce qu'on va faire avec la franchise. À la suite du 7e, le réalisateur du 7e film, John Carl Buechler, lui, il avait déjà une idée là, pour s'en aller là, à une suite pour faire le 8e. Là, il était prêt à embarquer. Il pensait continuer avec son personnage là, de Tina qui était comme une genre de Carrie, en tout cas on a parlé là, au dernier podcast là, sur Vendredi 13. Il pensait quand même continuer là, l'histoire à elle, où ce qui était dans un hôpital psychiatrique, puis on continuait l'histoire à partir de là. Pendant ce temps-là, on avait l'actrice qui faisait Tina Shepard, Laura Lincoln, qui écrivait elle aussi de son bord une histoire pour continuer l'histoire, dans le fond que elle était rendue une psychologue, puis des gens là, pour certains troubles, puis qu'elle a croisé encore Jason Voorhees quelque part. Et en plus, on avait le second acteur principal ou bon là, qui était comme le garçon là, que Tina a rencontré pendant le film, Kevin Spertus, l'acteur, lui il écrivait une autre histoire que comme le 7e film était un rêve et que le personnage de Nick qui incarnait lui dans ce film-là était le tueur. Fait que en tout cas, c'est quelque chose qui serait parti là, dans une totale direction totalement différente là. Mais en tout cas, on avait des idées quand même là, pour essayer de continuer la franchise, mais ça c'est normal dans le fond que quand on a des films puis on essaie des idées tout ça, puis on essaie d'étudier là, tous des scénarios possibles pour continuer l'histoire, puis en tout cas c'est des fois il y a des choses qu'on décide de prendre, des affaires là, qu'on décide de pas prendre, tout ça, c'est ça, fait que c'est comme ça que ces films là sont faits. La Paramount qui distribue ou qui produit là, les films de Vendredi 13 ont finalement décidé là, d'aller avec un nouveau réalisateur qui lui allait amener son histoire à lui, puis c'est comme ça qu'on a décidé là, de continuer là, ou de procéder. Dans le fond, qu'on oubliait qu'est-ce qui s'était passé au dernier coup. C'est ça aussi, c'était un peu un flop. Là. Ça faisait de l'argent, là, mais c'était quelque chose là, qu'on s'est dit, on va essayer là, de redonner un nouveau souffle en faisant quelque chose de nouveau. Le réalisateur Rob Eden, lui, il avait une idée de mettre Jason sur un bateau, puis que ce soit un peu claustrophobe là, comme un film comme Aliens. C'est que juste on aurait eu Jason sur le bateau, puis qui caché là, d'un bas fond, puis à quelque part, c'était tout claustrophobe, puis c'est juste ça. En tout cas, vous voyez l'idée un peu, ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Là. Il y a eu l'idée de peut-être amener Jason ailleurs. Qui est comme dans une autre ville, puis finalement, on a combiné les deux idées. Au départ, quand on a voulu combiner les deux idées, on s'est dit, on va avoir quelque chose comme 75% du film qui va se passer à New York et 25% sur le bateau. Après ça, la Paramount est arrivée à Rob et ils ont comme dit un petit peu, regarde, le budget nous dit qu'on va peut-être penser mettre un petit peu moins d'argent pour filmer à New York.
Puis là, ben, ça va peut-être être 50% à New York puis 50% sur le bateau. Puis par la suite, ben, ils sont arrivés, puis ils ont encore coupé, puis on était à peu près à 25% à New York et 75% sur le bateau. C'est des choses qui arrivent par la suite, mais rendu là, je sais pas si ça valait la peine là, de se rendre à New York. Quand même là, je blaguais un petit peu au début du film, beaucoup du film a été filmé même pas à New York. On a quelques plans là, qu'on le voit au courant du film. Là. On va en reparler tantôt, pendant qu'on va parler du scénario. Mais il y a beaucoup là, de choses là, quand ils sont filmés là, dans les rues, ben c'est ils filmaient pendant qu'ils étaient à Vancouver. Fait que c'est vraiment pas à Manhattan ou à New York. Dans Vendredi 13 7, on voulait pas continuer le film de cette histoire-là, mais par contre, on va continuer la vie de Jason avec le même acteur. Ça va être la première fois qu'un acteur va reprendre le rôle de Jason Voorhees qui va apparaître dans au moins 2 films. Kane Hodder va continuer encore là, dans plusieurs films là, à la suite d'aujourd'hui. Lui, dans le fond, il était très enthousiaste de prendre le rôle. Et éventuellement de reprendre le rôle, tout ça, dans le fond, il est très reconnu là, pour avoir incarné là, Jason Voorhees 4 fois dans 4 films. Alors, le but du film d'aujourd'hui, c'est un peu de changer des choses, un peu pour redonner un sang nouveau là, dans la franchise là, de Vendredi 13. C'est-tu pour exactement concurrencer avec Freddy? Pas nécessairement. C'est sûr que il n'y a pas juste Freddy sur le marché. Là, la rétrospective est sur Freddy Krueger, mais bien sûr, ben, on ne sait plus où s'en aller avec la franchise. Il n'y a plus d'argent qui rentre, fait que on va essayer quelque chose de nouveau. On va transposer pas mal les choses qu'on sait de Jason. Dans le fond, on va transposer tout ça. Au lieu d'être au camp Crystal Lake, ben, on va transposer ça sur un bateau. Mais en gros, ben, on va garder là, pas mal là, toutes les choses. Là, je veux pas dire intactes, parce que c'est sûr qu'on va devenir un petit peu un film un petit peu plus moins brutal qu'on avait au début des années 80. Là, plus spécifiquement, peut-être les 5 premiers films. On va peut-être jouer avec une petite thématique avec notre personnage principal. On n'aura pas, je veux dire, c'est encore des adolescents. C'est un petit peu tout le temps les mêmes idées qui reviennent. On va avoir notre personnage principal, Remy, qu'elle va avoir un genre de post-traumatique où ce que elle sait pas nager, puis elle a été attaquée là, par Jason Voorhees qui était enfant. Puis c'était un petit peu le même principe ou la même idée de fond qu'on avait vu avec Chris dans Vendredi 13 3. Puis tu sais, c'est juste dans le fond, on remanie un peu là, des idées qu'on a déjà vues. C'est toutes des choses qu'on a reparlé là, pendant la rétrospective. Mais tu sais, dans le fond, on transpose tout ça sur un bateau et à New York. Alors, le film ouvre sur New York, où ce que on a un narrateur là, qui, dans le fond, qui aime, qui veut comme nous dire qu'il aime la ville, puis dans le fond, c'est un peu ça. Dans le fond, l'idée du film là, de dire qu'on va se rendre à New York dans quelque chose comme 1 heure plus tard, parce que dans le fond, on veut nous montrer que le film s'appelle Vendredi 13, chapitre 8, Jason à Manhattan. Puis, je veux dire, on veut quelque chose qui ressemble à, qui est capable de nous vendre l'idée qu'on va se rendre à New York, mais c'est tout simplement là, c'est quelque chose qu'on va voir dans 1 heure. Je pense qu'on veut nous donner ça comme idée. Pendant tout ce temps-là, ben, on va avoir une chanson aussi là, qui a été composée pour le film, là, Darkest Side of the Night. Je suis pas sûr, c'est pas une tune que je trippe bien, honnêtement. C'est du. C'est bonbon un peu pour les oreilles, là, mais honnêtement, je suis pas un grand fan là, de cette chanson-là. Je pense que je préférais mieux là, la chanson là, d'Alice Cooper dans le Vendredi 13-6. En tout cas, c'est plus dans mes cordes.
Mais la chanson qui joue, là, elle a été composée là, par le compositeur là, du film d'aujourd'hui. On a Fred Mullen qui revient, qu'il avait composé la musique originale pour le film de Vendredi 13-7, qui avait aussi là, des sections là, de musique qui avaient été reprises de Harry Manfredini là, des 6 premiers films, puis en tout cas dans Vendredi 13-7, ben, on a comme un peu mélangé là, les deux trames sonores. La nouvelle composition de Fred Mullen, que lui, il venait là, de la série télévisée de Vendredi 13 qui était à l'époque, puis c'est ça, fait que lui il va revenir dans le film d'aujourd'hui. Je possède une trame sonore qui est assez étrange. Dans le fond, il y a comme une trame qui dure 35 minutes, qui est comme les deux trames sonores qu'il a composées là, pour les Vendredis 13, là, le chapitre 7 et le chapitre 8. Puis, dans le fond, il y a juste 3 chansons qui sont, qui sont composées pour le film d'aujourd'hui. En tout cas, sur le CD que je possède, je sais pas exactement s'il y a une version élargie là, de la trame d'aujourd'hui, mais honnêtement, la musique que Fred Mullen compose pour le film, c'est pas quelque chose là, que je trouve là, extraordinairement vraiment bien là, pour le film. Peut-être que je suis habitué à la musique de Harry Manfredini, que même dans le chapitre 6, qui s'était réinventé puis qui avait fait quelque chose de quand même assez intéressant. Là, qu'est-ce qu'on a avec Fred Mullen depuis 2 films? Là, c'est pas nécessairement là, quelque chose que je trouve qui est très, très... je sais pas, je pense que ça va pas très bien là, avec le genre de film qu'on a. Mais en même temps, je sais pas si, mettons, on aurait ramené Harry Manfredini avec lui, il prenait plus des gros violons, puis je sais pas quel violon en particulier, là, ça se peut que vous allez me reprendre, là, puis vous allez me dire que c'est un tel affaire, tout ça, là, mais en tout cas, c'est la musique qui était composée là, dans les 5 premiers films, j'exclus le 6e parce qu'il est comme vraiment différent, là. Mais tu sais, si mettons on aurait ça dans le film d'aujourd'hui, je suis pas sûr que ça irait bien aussi. Mais en tout cas, la musique de Fred Mullen, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose là, elle apporte rien. Honnêtement, quand j'ai fini le film pour l'écouter pour le podcast aujourd'hui, quand j'arrivais puis je suis en train de marquer mes notes pour Fred Mullen, j'étais là comme là, qu'est-ce qu'il a fait comme musique dans le film d'aujourd'hui? Il a fallu que je me tourne vers ma trame sonore pour m'en rappeler un peu, parce qu'en bout de ligne, il n'y a rien de mémorable. C'est vraiment c'est pas mauvais en tant que tel, mais je sais pas, tu sais, ça fait pas le bon ton, je pense, là, pour un film là, de Vendredi 13, comme qu'on est déjà habitué avec les autres films. Là. Je veux juste que ça soit un petit peu clair à quelque part là, où est-ce que je veux en venir. Mais en même temps, je pense pas que ça nuit vraiment au film. C'est juste que peut-être ça donne pas d'identité musicale au film. Juste avant comme le pré-générique là, ou le générique de New York, le film ouvre là, sur le logo de Paramount, puis on entend là, le classique qu'on entend au début, mais dans ce film-là, je sais pas pourquoi, on l'a changé pour J. Quelque chose de même là. En tout cas, excusez l'effet sonore là, je suis peut-être pas très bon là-dedans, mais au lieu de dire kill me ou quelque chose, kill mom ou kill for me mom ou quelque chose de même qu'il disait là, dans l'autre version, ben là il dit Jason. C'est juste quelque chose là, qui m'a frappé là, vraiment là, dans la manière là, qu'on a juste changé ça un peu. Je sais pas exactement c'était l'idée à qui, mais c'est une très mauvaise idée. Honnêtement là, ça sonne vraiment faux à l'oreille là, tout de suite en partant là, le film là, on n'a même pas une première image de New York, puis il y a quelque chose qui marche pas dans le côté sonore. Je veux pas dire ça part mal le film, mais c'est juste que je sais pas, on part bizarrement le film, c'est juste une nuance. Mais en tout cas, fait que le générique, on voit tout le générique de New York, tout ça. Dans le fond, à New York, on voit tous les endroits qu'on va visiter plus tard.
tard, jusqu'à ce qu'ils ont de l'air avant que Jason se pointe. Puis c'est genre tous les endroits là, qu'on va voir plus tard là, quand on va revenir là, à la fin du film. Juste voir comment que ça se passe à New York. Ou à Vancouver plutôt, là. En tout cas, c'est à vous de décider. Moi, je peux aller à New York souvent. Je suis jamais allé à Vancouver. Je suis allé, je pense, 2 fois à New York, mais je suis jamais allé la nuit. Fait que je sais pas exactement là, si ça avait l'air de ça. Puis c'est sûr qu'on n'a plus le même New York là, qu'on avait autrefois. Là, mais en tout cas, je sais pas exactement c'est quoi la différence. Mais en tout cas, si peut-être que si vous connaissez New York, moi, d'après ce que je peux voir dans les entrevues, ça ne ressemble pas vraiment à New York. Alors, le film ouvre proprement. Dans le fond, pour se rendre à New York, ben, c'est là on change d'endroit carrément. On s'en ramasse à Crystal Lake, où ce que Jason a été mis hors d'état de nuire au dernier film. On a un bateau qui se dirige vers l'Atlantique ou quelque chose de même, mais il passe par le lac Cristal. Ben, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens exact. Je veux dire, il y a un bateau qui va réussir à partir d'un lac, se rendre à l'océan. Ça se tient pas tout à fait. Mais honnêtement, je n'en ai jamais fait un plat. Dans le fond, on s'en fout à quelque part. À mon avis, si, mettons, on perd notre temps à essayer de trouver une logique à ça, ben, on perd, je veux dire, on perd un peu le but du film. Dans le fond, le but, c'est d'essayer de rendre Jason Voorhees sur le bateau le plus rapidement possible. Puis, je veux dire, commencer à s'attarder sur un détail de même, ben, c'est juste... on perdrait du temps, dans le fond. Fait que on a les personnages de Jim et de Susie que ce sont un couple dans le fond là, qui s'en vont qui dans le fond ils s'en vont rejoindre les autres élèves là, qu'on va voir un peu plus tard dans le film. Puis là ben, c'est ça, dans le fond on sert de ça aussi pour avoir le personnage de Jim qui va conter à Susie, sa blonde, l'histoire de Jason dans le fond qui s'est noyé il y a environ 30 ans. En tout cas, c'est ce qu'il va dire. Ça veut dire que si, mettons, on fait le calcul là, de 1989, moins environ 30 ans, ça nous amène à peu près à 1957. Ben, c'est l'année où supposément Jason Voorhees s'est noyé, en tout cas, l'histoire principale. Dans le fond, c'est sûr que si, mettons, on prend un peu la logique de tout ça, ben, ça n'a pas de sens. Là. On peut toujours débattre de comment le timeline va dans cette série-là parce que ça ne marche pas. Si on regarde là, le temps qui a été tué et qui a été ressuscité puis tout ça, qui est supposé avoir passé quand même une bonne couple d'années là, entre si on prend qu'est-ce qui s'est passé en 1980 avec la mère de Jason, puis Vendredi 13 2 qui se passe 5 ans plus tard en 1985, puis là ben que ça se passe 4 ans plus tard, c'est impossible. Mais honnêtement là, moi je prends ça rien contre le film. Techniquement, je pense que il y a un site sur internet là, qui est capable de tout placer un timeline logique. Puis genre ce film-là se passerait genre quelque chose comme en 1998 là, mais je veux dire, c'est clairement pas une technologie de 1998 qu'on a à l'écran là. Fait que en tout cas c'est pas grave, mais je voulais juste mettre ça un peu là, à la lumière du jour là, qu'on nous dit là, très clairement là, qu'on est 30 ans plus tard. Fait que c'est ça. Fait que en même temps, ben on fait juste comme nous rappeler tout de suite qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce qu'elle est sensiblement là, l'histoire de Jason. On fait pas de rappel de Vendredi 13-7. On va tout de suite sauter là, carrément. On sait c'est qui Jason, puis après ça, ben on continue l'histoire à partir de là. Puis même là, ben on se cassera même pas la tête pour ramener Jason, faire une grosse histoire là-dessus. On va jeter l'ancre et dans le fond du lac, ben il y a un gros câble électrique qui est juste au fond de même. Puis je veux dire, l'ancre elle va tirer le câble électrique, puis il va fendre, puis il va faire ressusciter Jason. Dans le fond, c'est juste un petit peu n'importe quoi, mais c'est juste pour se dépêcher quand même là, pour embrayer sur le film. Si on veut quand même embarquer un petit peu de logique dans le début du film, dans le fond, où la renaissance là, de Jason, je pourrais dire que Jim
ça doit être un genre de fan de Jason. Il doit être un peu comme un connaisseur, puis pas mal plus. Là, je veux dire, c'est un fan un peu là, de Jason Voorhees. Parce que lui, il va savoir procurer un masque de Jason. Il va l'avoir pris jaune et donc blanc. Là, mais en tout cas, c'est un détail. Mais tu sais, je dis que c'est un détail, mais dans son masque, il y a quand même une fente pour être comme le masque de Jason quand il a reçu la hache là, dans la troisième partie, le troisième film. Alors, tu sais, il faut qu'il soit connaisseur là, quelque part. Puis, tu sais, je veux dire, pour amener ça sur place, puis vouloir comme dire l'histoire à sa blonde, puis dans le fond, il faire peur, puis après ça, ben, il se fait prendre pour Jason, dans le fond, pour y faire plus peur, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr là, que le gars, c'est un fanatique là, de Jason Voorhees, rendu là avec le masque custom made, avec une fente de hache là, dans le masque, tout ça. C'est juste que, pour une raison, il n'y a pas le masque, il est pas blanc, il est jaune. Mais ça, c'est la version, si mettons on veut y mettre remplir le côté logique de l'histoire. Honnêtement, ça passe pas comme ça du tout. Ça passe juste que le gars, ben, il a peur un peu là, du coin, tout ça. Puis pour une raison X, il y a quand même un masque de Jason. Puis comme par hasard, ben, Jason se réveille en même temps. Puis il a besoin de son masque juste pour reprendre son costume, dans le fond, comme on le connaît. Puis tout simplement ça, là, ça passe pas vraiment là. Mais tu sais, j'ai dit cette histoire-là juste pour placer un peu de logique là. Que je pense qu'il fait que je veux dire que ça aurait du sens si on place ça. Fait que on va tout de suite avoir nos deux premiers meurtres. On va avoir Jim il se fait renforcer dans le fond. Jason il ramasse un harpon. Puis il va carrément là, embrocher là, Jim. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est assez brutal dans le fond, il va y rentrer dans le ventre, puis est-ce qu'il sort les intestins ou on dirait qu'il y a ça qui est accroché après le harpon, mais en même temps, ben on avait vu que le harpon avait comme des élastiques dessus, puis ça n'a pas l'air de finalement d'être les intestins. Je pense que c'est un peu laissé là, à l'imagination là, du téléspectateur. C'est sûr que on voit comme du sang qui revole en arrière de Jason quand on regarde très bien. Fait que exactement c'est quoi qu'on voit là, c'est pas très clair. Parce qu'en même temps, ben, la production est pas très très dispendieuse sur le film. Fait que c'était-tu un intestin? Puis dans le fond, c'était. Ben, en tout cas, on voit vraiment là, que c'est des tubes. Fait que je sais pas. Fait que, tu sais, j'ai comme pour m'en dire en même temps, ben, tu sais, si c'est des intestins, je trouve que c'est comme beaucoup pour la plupart des films qu'on a vus. Je veux dire, c'est comme juste voir carrément les intestins de même ressortir, tout ça. C'est pas le genre d'affaires qu'on a vu souvent là, dans les films de Vendredi 13, puis on n'est jamais allé vraiment assez écœurant de même. Ben, tu sais, j'aimerais ça que ça soit ça, mais honnêtement, je pense que c'est plus les élastiques du harpon qu'on voit. Après ça, ben, il y a le deuxième meurtre où ce que Jason va trouver Suzy dans un genre de compartiment en l'avant du bateau. Elle, dans le fond, elle va juste comme crier tout le long jusqu'à temps que Jason il va prendre comme la fléchette qui sort du harpon, puis je veux dire, il va juste la poignarder avec ça. Elle va juste comme crier tout ça, mais elle fera absolument rien là. C'est juste pour avoir deux meurtres en partant. C'est un peu nono là, de la part de Suzy, pourquoi qu'elle n'a pas sauté à l'eau, tout ça, là, mais en tout cas, honnêtement, c'est correct pour partir le film. On a toujours comme une ou deux personnes qui se font tuer au début de chaque film, puis ça fait pas exception aujourd'hui. On a deux meurtres en partant. C'est correct pour partir le film. C'est juste, en même temps, on nous rembarque dans l'univers. On voit que ça va juste rapidement, puis on va probablement être peut-être là, dans quelque chose de différent. Mais juste cette section-là fait quand même un peu suite aux 7 précédents films. Puis quand même, le meurtre de Jim, même si je comprends pas trop exactement si c'est le harpon ou les intestins qu'on voit, ben j'aime quand même ce meurtre-là. Je trouve que c'est quand même assez cru, même si je le comprends pas, je trouve que c'est quand même assez brutal comme début de film. Juste avant de sauter sur le bateau, ben je vais parler de l'apparence de Jason. C'est comme, c'est quand même assez bizarre. C'est le même acteur que le dernier film. Je pense que
le costume était vraiment remarquable là, dans le 7e film. Aujourd'hui, ben, on a décidé de plus l'habiller. Ben, on y a rajouté comme de la glu ou quelque chose de même. Il est tout le temps comme mouillé. Il est vraiment dégueulasse. Même quand on voit les mains à s'agripper là, sur le bord du bateau pour qu'il monte à bord, ben, c'est vraiment dégueulasse. C'est tout luant, tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de l'air d'être le fun pour que tu voudrais aller le toucher, là, mais tu n'as pas envie d'être touché ou ramassé par Jason juste pour pas une question de se faire ramasser puis se faire tuer. C'est juste que tu veux pas te faire toucher par ça. Il a de l'air tellement dégueulasse. Mais mis à part ça, il y a Kane Hodder qui revient, comme j'ai dit plus tôt. Je veux dire, sa performance est remarquable encore une fois. Je l'avais bien aimé là, dans le dernier film, me semble. Et je veux dire, c'est toujours ça. Je dis pas que c'est le meilleur Jason, mais on voit que il y a quand même une personnalité. C'est ça qui est quand même le fun, là, que c'est Kane Hodder qui fait le personnage. Il y a plus une personnalité. On sent qu'il est comme un peu fâché tout le temps. Puis je veux dire, il y a quelque chose qui est dégagé. Je pense que je reste toujours jusqu'au moment présent. Je vais rester toujours que je pense que c'est Ted White qui a fait Jason dans le 4e film, qui va être comme ma meilleure performance. Que je pense qu'il est comme un petit côté là, fâché, mais un petit peu plus subtil que Kane Hodder. Mais en tout cas, c'est juste une question là, de goût. Mais c'est ça, en tout cas. Je suis quand même assez content là, de revoir Kane Hodder là, dans le costume. Alors, on va être introduit au personnage là, de Rennie et de sa prof, Colleen. Tu sais, dans le fond, c'est des profs de quoi? Puis, tu sais, c'est un petit peu tout mêlé. C'est quoi exactement les relations là-dedans? On va avoir McCulloch un peu plus loin, que lui, on va savoir, c'est l'oncle à Rennie. Mais tu sais, c'est un professeur aussi. Puis tu sais, c'est quoi le lien entre Colleen et Rennie? C'est sa tante? C'est-tu, tu sais, je sais pas exactement parce que tu sais, c'est tout un peu là, nébuleux comme histoire là-dessus. Pourquoi que elle s'attarde tellement sur Rennie et tout ça? Fait que en tout cas, c'est ça que je me suis toujours demandé dans ce film-là. Je pense que c'est juste un autre prof, mais quand elle est proche de Rennie, mais tu sais, ça a de l'air et plus. C'est plus ça. Le personnage de Rennie, joué par Jensen Daggett, honnêtement, je trouve que c'est un des points faibles du film. C'est pas qu'elle. En même temps, c'est pas vraiment elle le problème. Je pense que c'est le personnage qui était comme un peu trop surécrit à quelque part. On va peut-être un peu tout le temps essayer là, de mettre le conflit là, avec McCulloch, puis son chum là, qu'on va voir un peu plus tard, Sean Robertson, tout ça. Tout dans le fond, les conflits là-dedans, tout ça, que je pense que ça va devenir un petit peu gossant pendant tout le film. J'ai comme rien contre Jensen Daggett, mais quelque part aussi son personnage a été comme c'est un peu la même affaire qu'on avait avec le personnage de Tina. Elle a été un peu réservée, puis c'est dans juste un remix un peu là, de qu'est-ce qu'on a vu là, dans tous les 7 autres films avant. Je pense qu'on aurait pu essayer là, de tant qu'à changer là, tout l'endroit là, où on va avoir l'action dans tout le film, ben, je pense qu'on aurait pu essayer là, d'avoir un personnage plus dynamique peut-être. C'est sûr qu'on avait eu des dynamiques aussi là, avec Jenny du deuxième film, des affaires de même. Mais je sais pas. Je trouve que ça a l'air être trop comme un peu. Puis en plus, avec sa première présentation, où elle est en voiture, c'est pareil comme dans le Vendredi 13-7, tout ça. Je sais pas. Ça me fait rappeler un peu là, qu'est-ce qu'on a vu là, la dernière fois là, dans cette franchise-là. Puis je trouve qu'on en repart un peu avec le même genre de personnage aussi. Fait que, tant qu'à faire la même affaire, tout ça, ben, on aurait pu juste partir dans quelque chose qui était avant le dernier film, tout simplement, puisqu'on les présente les deux dans la voiture en partant. Je sais pas, on part un peu là, sur le même conflit. Elle va avoir un problème avec le personnage de McCulloch, comme que Tina avait un problème avec le docteur Cruz du dernier film, tout ça. Fait que, c'est un peu les mêmes choses, puis je trouve que ça va tomber là, être quelque chose qui est redondant.
dans le film d'aujourd'hui. C'est pas que c'est mal écrit ou quelque chose de même, mais peut-être que c'est peut-être ça un peu aussi. D'un côté, c'est que c'est comme trop, puis c'est juste qu'à quelque part, on essaie là, de nous perdre là-dedans, mais ça finit que c'est peut-être trop pour le genre de film qu'on est là pour essayer d'avoir du fun. Par contre, le personnage là, de McCulloch, joué par Peter Mark Richmond, ben tu sais, c'est quand même un personnage que j'ai comme appris à aimer au courant des années. Le monsieur nous a quitté là, il y a quelques mois, là, en début d'année, là, il est juste décédé. Là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas à cause qu'il est décédé là, que je peux pas le juger quand même. Je veux dire, le personnage est un salaud tout le long du film. Là, ben tu sais, il est pas comme le Dr. Cruz, il est juste comme quelqu'un qui essaye de faire la bonne chose, tout ça, mais tu sais, contrôlant, tout ça. C'est pas le genre de salaud qu'il y avait là, avec le Dr. Cruz, mais tu sais, c'est un con. À quelque part, je pense que c'est le meilleur mot à utiliser. Puis, tu sais, à un certain point, ça en devient tellement ridicule, quelque part, que, je veux dire, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps une tournure de phrase juste pour quasiment envoyer promener quelqu'un. Ça n'arrête jamais tout le long du film. Il est comme vraiment, il se pense vraiment supérieur à tout ça. Fait que, je trouve que, tu sais, c'est comme peut-être un atout au film, mais, tu sais, honnêtement, je pense que on essaie d'aller chercher un équivalent au Dr. Cruz du dernier film, puis on leur fait un peu la même affaire encore une fois. Alors, le bateau part, on essaie de nous montrer, un peu comme la scène du début là, avec New York, ben, on essaie de nous montrer un peu là, des endroits là, sur le bateau qu'on va voir un peu plus tard pendant le film. On va voir le personnage de Sean Robertson, qui est comme le chum à Rennie. Que lui aussi, on veut comme montrer là, que c'est le bateau appartient à son père, puis c'est dans le fond que son père voudrait qu'il devienne marin, ou capitaine de son bateau, tout ça, puis finalement, ben, on sait que Sean, ben, ça l'intéresse pas. Il y avait un autre acteur qui devait être le personnage de Sean, puis on avait filmé avec lui une journée ou deux, puis après ça, finalement, ben, on a décidé là, de le recaster avec Scott Reeves qu'on a aujourd'hui. Honnêtement, je pense que c'est pas nécessairement aussi là, un très bon acteur. Il fait la job, il paraît bien cute à côté là, de Jensen Daggett, mais en tout cas, je sais pas. C'est la chimie entre les deux personnages, il y a quelque chose là, que je suis pas trop fan là, comme couple principal du film. Je trouve qu'il y a quelque chose là, qui devient puis ça revient peut-être un peu que j'ai comme l'impression qu'on est comme à la rechercher un peu là, la même genre d'idée là, qu'on avait là, dans le film précédent, puis que là ben on fait juste comme dire bon ben on a besoin d'un gars et une fille puis qui paraissent bien tout ça, puis on les met ensemble pour faire le couple du film. C'est ça que ça sent, puis honnêtement ben j'ai un petit peu de la misère embarquée dans cette idée là. Quand on a vu que Jason est embarqué à bord du vaisseau, pourquoi que Jason a décidé là, de juste partir de Crystal Lake pour se rendre au vaisseau, ben au navire, tout ça, je sais pas exactement là, c'était quoi son idée, là, mais en tout cas. Ça a tenté lui-même de changer de place, puis il est arrivé, puis il a croisé un bateau, puis c'est ça, c'est ce qu'il a vraiment décidé, il n'y a vraiment aucune logique là-dedans. Mais moi, honnêtement, là, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, c'est ça qu'on nous a dit qu'on allait avoir aujourd'hui, puis je cherche pas à avoir une logique à ça. C'est un film de vendredi 13. On s'attend à des meurtres. Puis, dans le fond, c'est est-ce que Jason va nous faire des meurtres créatifs? Puis ça va être le fun? Puis, va-tu avoir un peu de tension? Tout ça, comme qu'on a eu là, dans les premiers films, tout ça. Il va-tu avoir quelque chose là, de satisfaisant? Au final, c'est ça qui je trouve qui va être important quand on va arriver à la fin du film. Si mettons ça va être c'est pas comme ça là, que je vais arriver pour juger là, le film, si tu as un vert, un jaune ou un rouge, tout ça. Fait que là, on va avoir là, des meurtres à la tonne qui vont commencer là, à partir de là. On va avoir JJ la roqueuse, elle c'est ça, elle a sa guette, sa Flying V
qu'on appelle, sa guitare rose. Puis, tu sais, c'est ça, Jason va la tuer avec sa guitare. Je veux dire, c'était comme écrit à quelque part. Je veux dire, elle a une guitare, ben, on va y remettre la guitare dans la face, tout ça. Chose que je vais remarquer, c'est que Jason est extrêmement fort en réussissant à rendre la guitare, à toucher son crâne, à passer au travers de toute cette tonne de cheveux-là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un meurtre, c'est quand même assez bizarre. C'est le genre de meurtre qu'on n'a pas vu avant. Peut-être juste parce qu'il y a une guitare dans les mains, là, mais, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez typique. Puis, tu sais, c'est pour ce que c'est correct. Ça commence un peu, là, c'est comme le premier meurtre de la gang. Là. Mais je pense que mon seul problème avec ce meurtre-là, c'est que j'aurais aimé ça, voir ce meurtre-là, pas juste Jason qui nous frappe avec la guitare. Je pense que j'aurais aimé ça, voir la guitare et casser sa tête. Il va y avoir beaucoup de ça pendant le film. Souvent, on va juste voir Jason comme genre baisser le bras, puis on va couper à autre chose. Ça va être quelque chose là, qui va me déranger à la longue. Il y a beaucoup de meurtres, mais quelque part, c'est souvent juste des farces ou des affaires de même. C'était un peu comme ça dans le premier film. On voyait pas grand chose. Puis c'est ça un peu qu'on ramène. Là, on est 9 ans plus tard. Puis on en revient à des meurtres qu'on voit pas totalement. On en voit quelques-uns au travers. On suppose des affaires, mais on voit pas grand chose. Le meurtre suivant, ben, on va avoir un boxeur que lui est en train de se reposer, parce qu'il y a eu un combat avec le personnage de Julius qu'on va parler un peu tantôt. Lui, il n'y a pas de nom, dans le fond, il fait juste se relaxer, puis il est dans un genre de sauna, puis Jason arrive, puis il prend des pierres chauffantes, puis il va foutre dans le ventre, tout ça. Meurtre assez brutal, je veux dire, je pense que ça va être un de mes meilleurs meurtres dans tout le film, parce qu'on voit quelque chose aussi, puis tu sais, je veux dire, c'est comme cruel un peu, tu sais, c'est comme quelque chose un peu, ben tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu là, à date là, dans la série, mais en plus, c'est très brutal là, pour un meurtre. Après ça, on va voir Tamara, que elle, on voit que c'est une salope là, pour utiliser un langage assez cru. Puis, dans le fond, elle a essayé là, d'extorquer un peu là, McCulloch, parce que, McCulloch, il cherchait aussi, là, dans le fond, il est en train là, de menacer tout ça. Puis, elle va arriver, puis essayer là, de faire pas un sextape, là, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Dans le fond, elle va y sauter dans les bras, puis elle va être quasiment tout nue, puis il va y avoir le personnage de Wayne qui va arriver avec sa caméra, puis qui va les filmer, puis dans le fond, elle va lui dire, ben regarde, si tu dis quelque chose, ben ça, on va publier ça. Fait que, c'est dans le fond, on voit que elle va utiliser là, un peu là, des moyens là, pas tout à fait corrects là, pour arranger ses affaires. Il y a aussi un peu plus tôt où ce qu'elle prenait de la cocaïne avec l'autre personnage là, de Eva, puis il y avait le personnage de Rennie qui l'avait vu, puis après ça, ben ils ont comme essayé là, je sais pas s'ils ont essayé de tuer Rennie en la tirant à l'eau, ou je veux dire, il voulait juste y faire peur, mais à quelque part, il aurait pu vraiment tuer Rennie. Fait que c'est pas vraiment là, une bonne fille. Fait que quand ça arrive que Jason arrive là, dans sa chambre, puis elle est en train de prendre sa douche, quelque part, je trouve juste ça. C'est un film de vendredi 13. On la voit prendre sa douche, mais genre la douche est comme genre super. On voit absolument rien au travers tout ça. Là, c'est comme un peu tout là, qu'est-ce qu'on a au travers du film. On a des meurtres, mais on voit pas. C'est ça un peu là, qui reflète là-dedans. Puis encore une fois, Jason, c'est comme une bonne scène, je trouve, quelque part, où ce que, je veux dire, dans le fond, est nu, puis Jason rentre là, dans la salle de bain, puis il va casser le miroir de salle de bain, puis il va ramasser un morceau du miroir, puis il va la tuer avec. Mais toute la scène, je l'aime bien, mais finalement, ça finit qu'on voit rien. C'est ça, encore une fois, qui me gosse un peu. Ça aurait été le fun un petit peu là, de voir quelque chose.
Puis, tu sais, comparé aux autres films là, dans la franchise, où ce que souvent on arrive puis on dit, ben, tu sais, on a coupé des affaires parce qu'à cause là, de l'association là, des films là, qui classent les films, tout ça, puis que des fois ils doivent couper certaines scènes, là, puis juste les ajuster, là, puis des fois ils coupent juste une petite microseconde pour qu'on voit pas trop de quelque chose, tout ça. C'est pas un film que il a l'air d'être vraiment censuré. C'est juste que j'ai l'impression que c'est vraiment pas ça qu'on voulait avoir comme film. Tu sais, comme avoir un film là, où on a un peu d'écœurantré, tout ça, tu sais, on coupe tout le temps. Il n'y a pas de choses là, que j'ai pu voir là, dans toutes les choses que j'ai écoutées, les documentaires, qui disaient que le film a été coupé un peu partout et qu'il manque des choses, des scènes, des choses là, qui seraient le fun à voir. C'est pas. En tout cas, il n'y a rien de documenté. Fait que. Je trouve juste ça dommage que on a toutes les meurtres qu'on a, ben on voit quasiment rien. Puis c'est ça, ben cette scène-là, je trouve qu'à quelque part, ben il y avait quelque chose, mais c'est juste que ça finit drabe. Alors ensuite de ça, ben on va avoir les deux pilotes du navire. On va avoir le capitaine Robertson, que lui va se faire trancher la gorge. Ça, c'est quand même pas pire la manière que c'est fait, tout ça. C'est un tranchage de gorge, mais c'est juste la manière que c'est fait. C'est tout à l'écran. C'est quand même le fun. On a son second que lui, ce qui est étrange, c'est qu'il s'appelle Jim. Là, vous allez me dire, ben oui, il s'appelle Jim, ok. Mais je vous rappelle qu'au début du film, on avait Jim et Suzy qui étaient sur leur bateau. Puis là, ben on a un autre personnage qui s'appelle Jim. C'est juste c'est pas très très important, mais tu sais, quand t'écris un scénario quelque part puis tu nommes deux de tes personnages le même nom, c'est un petit problème à quelque part là, je veux dire, il y en a pas mal de noms là, que tu peux utiliser sur des personnages, puis je veux dire, c'est sûr que Jim c'est assez commun. Peut-être que l'acteur qui faisait le Captain Robertson, il savait pas exactement c'était quoi son nom ou quelque chose de même. Il a juste dit Jim comme par hasard de même. Il savait pas exactement. C'est peut-être tout improvisé, quelque chose de même. Mais c'est vraiment étrange. Quelque part, on aurait dû juste noter ça. Puis essayer là, de changer ça de bord un peu. Là, mais en tout cas. Lui, Jim 2, on va l'appeler, il va se faire tuer par une genre de perche pendant que, tu sais, c'est un petit peu visuellement créatif où ce que, tu sais, dans le fond, on est en train de le voir naviguer, puis on voit Jason apparaître en arrière, puis que au travers de toute la pluie, ben, tu sais, on voit Jason vraiment l'embrocher, tout ça. Dans le fond, il n'y a aucune émotion là-dessus. C'est plus visuellement. Là, on essaie de trouver quelque chose, mais c'est juste le nom là, qu'il fallait que je parle. Alors, puisque on a nos deux navigateurs qui sont tués, pour une raison X, on a Rennie et Sean qui voulaient se rendre sur le pont, puis, je veux dire, dans le fond, c'est le père à Sean, fait que peut-être qu'il voulait voir son père aussi, mais, tu sais, ils ont l'air tous bien frustrés de la situation, exactement, là, oui, Rennie, elle venait de se faire pousser à l'eau, puis, je veux dire, ça ne l'est pas tout à fait, là, mais, tu sais, ils sont carrément au milieu de l'océan, là, fait que, je veux dire, peu importe ce qu'ils disent, sont comme un petit peu trop loin là, pour débarquer. Là. Mais c'est ça. Fait que il arrive sur le pont, puis il découvre les deux morts. Fait que, tu sais, ça cause un peu la panique. Là, dans le fond, tout le monde va être pas mal appelé sur le pont. Puis là, on va essayer là, de comprendre la situation. Pendant ce temps-là, ben, on va avoir Jason là, qui va arracher là, les fils de radio. Fait que l'antenne ne marchera pas. Fait qu'ils pourront pas demander de l'aide. Mais les meurtres vont quand même continuer. On va avoir Eva, qui était l'amie à Tamara qu'on a parlé tantôt. Elle va aller chercher Tamara dans sa chambre, puis finalement, Jason va être comme resté à côté de sa chambre, puis dans le fond, il va la poursuivre. Il restera plus de monde carrément là, dans les couloirs du bateau, fait que elle va courir un peu partout, puis elle va croiser personne. Mais tu sais, on le voyait quand même à l'extérieur que c'est pas un énorme bateau, puis que sûrement se mettrait à crier, il y a des grosses chances que quelqu'un pourra peut-être t'entendre. Mais en tout cas, ça, on passera pas trop à ça. Elle va
va se rendre là, dans la salle où la salle de danse, quelque chose de même, puis finalement, ben, Jason il va comme disparaître un peu partout, puis il va apparaître là, où ce qu'elle va regarder, tout ça. C'est quand même assez étrange là, comme chose. Tu sais, on a Jason là, qui littéralement là, il se téléporte un peu partout. Tu sais, des fois, on essaie de placer une logique là, à le côté là, de téléportation de Jason, mais là, clairement, elle est en train de regarder à quelque part, elle voit Jason, elle se retourne de bord, elle voit Jason. Mais il ne faut pas oublier que un peu plus tôt, ben, ils ont pris, elle a pris de la cocaïne un peu plus tôt, puis peut-être que ça joue encore dans sa tête un peu, là, elle hallucine des choses. Je dirais que son meurtre, là, où que Jason va la ramasser, là, puis il va l'étrangler, puis il va la lever dans les airs, tout ça, puis après ça, il va la retirer là, sur la piste de danse. Je trouve que c'est encore un meurtre là, qui est quand même assez le fun à voir quelque part. De un, on voit quelque chose. Et de deux, c'est juste que c'est juste cru. Là, c'est juste Jason lui-même avec ses mains, puis il la soulève, tout ça. Puis le fait qu'elle a de l'air toute, elle a de l'air vraiment impuissante avec Jason en face de elle, tout ça. Il faut se rendre compte aussi que l'actrice Kelly Hu, elle, j'en ai déjà parlé au podcast, elle, c'était son premier rôle, puis plus tard, elle a joué là, dans le film de X-Men, le deuxième film, puis c'est ça, je disais dans le fond, elle était un petit peu connue là, par la suite. Fait que, à quelque part, dans X-Men, on sait qu'elle peut se battre, puis dans le film d'aujourd'hui, elle se fait carrément ramasser par Jason, tout ça, elle a de l'air impuissante devant Jason, mais on sait que plus tard, elle peut faire quelque chose comme actrice, là, mais c'est juste drôle quand il pense tout ça, mais dans les mains de Jason, elle a juste l'air impuissante, tout ça. Je pense aussi c'est ça visuellement là, qui est quand même assez là, frappant comme meurtre. Ensuite, on a le personnage de Wayne, que lui, dans les salles de machine avec sa caméra. Je sais pas si il y a un bout où il perd ses lunettes puis il continue à regarder là, dans la caméra vidéo. Je sais pas si. Parce que moi je veux dire, j'ai une très bonne vue, tout ça. Fait que je le sais pas exactement comment ça marche quelque part quand on a des lunettes, tout ça. Je sais pas si mettons on a une vue une vue très moins bonne. Si, mettons, on regarde dans l'objectif d'une caméra, si on peut voir mieux, là, ça, c'est quelque chose que je peux toujours me demander. Mais en tout cas, lui, dans le fond, il va se ramasser à la même place que JJ au début. Il va accidentellement tuer quelqu'un, un genre de marin là, qu'on a vu là, une couple de fois là, pendant le film, là, juste dans le nulle part. Il va le tirer avec sa carabine. Puis finalement, quand il va prendre sa caméra, finalement, Jason va apparaître à côté de lui. Wayne va retrouver JJ. Puis finalement, Jason va le tirer sur quelque chose là, comme sur une machine, quelque chose en même. Puis je sais pas exactement, c'est une genre de table électrique. Puis que finalement, il va prendre en feu tout ça. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là qui genre cette table électrique-là, qu'il est juste là dans une salle des machines, puis que tu pourrais juste comme tomber dessus comme par hasard de même. Je comprends pas ça tout à fait. Mais c'est ça qui va faire enclencher qu'il va avoir le feu sur le bateau, puis à quelque part, qui va amener là, à ce que les gens vont devoir quitter le bateau. On va avoir le personnage de Miles que lui, ils sont sur le bateau, dans le fond, là, pas sur le pont, mais ils sont juste à l'extérieur du bateau. Jason va encore utiliser là, sa téléportation. Tantôt, je pouvais peut-être mettre ça sur le dos de la drogue, mais là, je veux dire qu'il y a Jason qui est clairement en bas, puis lui, il va monter là, un poteau. Pourquoi que tu montes un poteau exactement quand tu te sauves de quelqu'un? Ça n'a pas de sens, mais Jason va juste apparaître, puis il va le ramasser, puis il va tomber sur une genre d'antenne, puis il va être, dans le fond, embroché là. On va avoir Julius qui va apparaître juste à la suite de Miles. Puis Jason va le tirer à l'eau, mais ça va pas le tuer. Finalement, il va rejoindre tous les survivants
dans le canot de sauvetage un peu plus tard. Mais tu sais, quand ils ont ramassé les armes, qu'on avait vu Julius, puis on avait vu Miles, que dans le fond, il cherchait quelque chose pour se défendre, là, pour essayer de trouver Jason. On avait vu qu'il y avait 4 personnages, mais on ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé avec les 2 derniers. Puis même Colin, elle, on l'a vu aller laisser des gens, laisser 4 personnes dans le restaurant du navire, puis ben, ça, on peut supposer que ces 4 personnes-là vont se faire noyer un peu plus tard, parce que dans le fond, elle va se ramasser sur le pont, puis elle va dire hey, j'ai laissé du monde dans le restaurant, puis il y a Sean qui va dire il n'y a plus de restaurant, tu sais. Ouais, mais peut-être que quelqu'un a survécu pareil, là, tu sais. Lui, avec Rennie, il a survécu un peu plus tôt, où il y avait de l'eau là, qui commençait à rentrer dans le bateau, tout ça. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a survécu aussi, là, tu sais. Je veux dire, ils prennent pour acquis que ils sont tous morts. Mais ok, c'est beau, ils sont morts. Là, on quitte le navire. On n'essaie pas de voir si, mettons, on peut faire quelque chose aussi, mais non, en tout cas. Fait que, juste avant de partir, on va voir encore là, qu'il y avait comme un fou du bateau. Là, et c'était un petit peu là, comme le personnage de Crazy Ralph qu'on avait eu là, dans le premier et le deuxième film là, de Vendredi 13. On a encore un personnage là, il dit tout le temps là, que le monde est, qu'ils sont maudits, puis que Jason à bord, puis qu'ils vont tous mourir. Lui, on voit qu'il s'est fait tuer là, avec une hache dans le dos. Dans le fond, c'est plus un message visuel pour dire à nos personnages qu'il y a un tueur à bord. McCulloch qui pensait que c'était ce personnage-là qui tuait les gens. Mais en même temps, quand ce personnage-là se fait tuer, McCulloch sait bien que c'est pas ce personnage-là. Puis, on va voir Jason là, quelques secondes plus tard avec une hache dans les mains. Fait que, tu sais, dans le fond, ils savent que finalement, Jason, c'est lui le meurtrier, puis que dans le fond, ils sont en danger. Pourquoi que Jason reste planté là, puis pourquoi qu'il sort pas pour tout de suite essayer là, de sauter là, dans le canot, puis toutes les noyer là, ou peut-être qu'il se dit il se dit ça en arrière de son masque, il dit je vais nager puis je vais les suivre tout le long, puis après ça je vais pouvoir les tuer tous un par un sur la terre ferme. On dirait que c'est ça qu'il se dit, parce que à quelque part il aurait pu tous les tuer là, d'un coup là, en tout cas. Mais là, c'est ça. On s'en ramasse avec nos survivants. On a Sean, Rennie, Colin, on a McCulloch et Julius qui est ressorti de l'eau, puis que finalement, il a survécu là, à l'attaque de Jason un peu plus tôt. Alors, on va arriver à New York. Il va être au port. Il n'y a absolument personne au port. On va se rendre compte là, que Jason les a suivis. Il y a un panneau où il y a un masque de goaler, puis Jason va regarder le masque, puis il va faire il va incliner la tête là, à la façon de Michael Myers, comme il se pose des questions en voyant ça. C'est quelque chose que j'ai jamais aimé. J'ai peut-être vu ce film-là la première fois, j'ai dû le voir, je devais avoir à peu près 10 ans dans le fond, ou 9 ans, en 1989, quand il est arrivé en vidéocassette. Et honnêtement, j'ai jamais aimé là, cette affaire-là. J'ai juste comme trouvé, là, on a essayé de trouver un gag, mais je sais pas, je trouve que c'était comme trop évident que quelque part mettre ça, je sais pas, on cherchait quelque chose à essayer de faire rire ou quelque chose de même. Mais c'est vraiment de bas de gamme. Puis même dans la hauteur de mes 9 ans, j'avais ça aussi là, dans la tête là. Fait que si mettons ma tête de 9 ans était capable de dire ça, imaginez aujourd'hui. Les meurtres vont quand même se poursuivre à New York. Nos héros là, en guillemets vont se faire aborder là, par des bandits, puis finalement ils vont kidnapper Rennie. Jason va se mettre à poursuivre Rennie, faut croire. Puis il va tuer là, un des bandits, dans le fond, avec une seringue. Là, il va avoir drogué Rennie. Puis avec la seringue, Jason va transpercer carrément là, le premier bandit. Puis le deuxième, il va arriver, puis il va tirer sur Jason. Puis finalement, Jason va y ramasser la tête, puis il va
le cogner là, sur un tuyau. Je dirais que je vais trouver le meurtre, le deuxième meurtre assez drabe, mais j'aime quand même le premier meurtre là, avec la seringue qui transperce le corps carrément. Puis tu sais, j'ai toujours la pensée quelque part, tu sais, il y a la seringue qui dépasse là, du ventre du voleur, puis à quelque part, ben, il va s'engarocher sur Reddy à quelque part, puis je me dis toujours, ben, elle va se faire piquer là, par cette seringue-là, tout ça, fait que mais c'est sûr qu'on voit Jason aussi, là, qui, dans le fond, qui a gardé la seringue dans ses mains, tout ça, mais c'est un meurtre que j'aime quand même assez, que j'aime pas mal, là, quelque part, là, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu, puis c'est quelque chose que des fois qui manque un peu là, dans ce film-là, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus explicite. Puis là, on l'a là, avec ce meurtre-là. C'est peut-être le meurtre le plus explicite. Il y avait la pierre au ventre là, du boxeur aussi, là, qui était assez graphique aussi, là, puis qui avait un peu d'impact. Mais celui-là, là, je pense que ça va peut-être être mon meilleur meurtre là, dans tout le film. Quand Rennie s'est fait kidnapper, ben, l'idée à McCulloch, lui, il disait ben, on va essayer de contacter la police, puis on va tous se séparer. Fait que il se sépare. Il y a Julius qui est rendu tout seul, puis que finalement, ben, il trouve un téléphone, puis il essaie d'appeler la police. Je sais pas, en 1989, on n'avait pas le 911 directement, ou en tout cas, c'est sûr qu'il paye sur le 0, puis il appelle l'opératrice, puis l'opératrice a dit elle va le rediriger à la police. Mais c'est ça, c'est juste quand même une drôle idée là, de se séparer. C'est sûr que dans ces films-là, il faut que les personnages se séparent pour que Jason puisse les tuer. Fait que le personnage de Julius, on savait là, que c'était un boxeur un peu plus tôt. Il va boxer contre Jason, puis finalement, ben, Jason va le décapiter là, avec un seul coup au visage. Je dirais que c'est très over the top comme meurtre. C'est comme c'est un meurtre qui est comme un peu drôle, un peu. C'est vraiment, on est juste comme là, on attend, puis on sait que Jason finalement, là, il va te le ramasser. Là, on attend juste quand est-ce que ça va arriver. Honnêtement, je pense que de la hauteur de mes 9 ans, c'était un meurtre que j'aimais, là, mais comme personne adulte, 31 ans plus tard, je pense que c'est un meurtre que j'ai juste comme. Je trouve finalement un peu drabe. Mais je vois quand même un peu de fun à avoir avec ce meurtre-là à quelque part. Mais il y a quelque chose, par contre, que je vais ajouter là-dessus. Normalement, là, en général, je suis pas très très fan des décapitations. Je sais pas pourquoi. J'ai juste un petit peu de misère avec. C'est pas que ça me dégoûte à rien. C'est juste que ça me fait rien. Quand un personnage, pour une raison quelconque, perd la tête, j'ai comme aucun sentiment là-dessus. Je sais pas. Je suis peut-être dérangé, je sais pas. Mais comme ce meurtre-là, ben ça me fait rien du tout. Fait que finalement, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Quelque part, je pense que j'aurais été plus impacté si maintenant Jason il aurait donné un coup au ventre puis il aurait défoncé. Un peu peut-être comme le premier meurtre qu'on a là, dans le film de Vendredi 13 6, peut-être. Quelque chose que j'aurais peut-être mieux préféré qu'une tête qui revole. Ça, je trouve que c'est juste comme ridicule tout le temps là, quand on voit une tête décapitée en général. C'est souvent utilisé là, pour faire un coup shot, tout ça, mais honnêtement, ça me frappe jamais du tout. Si on a vu la tête qui est descendue de l'édifice puis qui est rentrée là, dans un conteneur, ben Jason est retourné dans le conteneur pour ramasser la tête, puis il va l'avoir mis dans la voiture de police que finalement McCulloch a trouvé. Il a trouvé un policier, puis finalement, ben, ils vont se ressembler finalement avec Rennie et Colin et Sean. Fait que il va embarquer dans la voiture, puis c'est ça, quand la lumière à l'intérieur de la voiture va allumer, ben, on va voir la tête de Julius. Puis Jason va arriver par en arrière, puis il va tuer le policier. Je dirais que le film, il suivait quand même une structure un petit peu, genre juste pour mettre des meurtres par-dessus meurtres par-dessus meurtres. Je dirais que dans ces temps-là, rendu là, où on voit Jason qui ramasse le policier,
On dirait que le film fait un peu un virage que j'aime pas trop. Rendu là, c'est quelque chose que je trouve qu'il est pas très très caractéristique du personnage de Jason, quelque part, là, de comme sauter dans le tas de même. C'est pas quelque chose là, qu'on a vu là, à date là, dans la série, puis c'est pas quelque chose que j'apprécie nécessairement à voir. On peut dire que quand on est au deuxième film, troisième film, là, on peut peut-être voir là, des nouvelles affaires au personnage, là, mais là, tout d'un coup, là, je sais pas, c'est pas quelque chose là, que j'aurais vu Jason faire. J'aurais continué à voir Jason essayer là, de tuer les personnages un à un. Mais en même temps, de voir Jason au milieu de la rue, puis que Rennie elle prend le volant, puis après ça, elle va rentrer dans Jason. Dans le fond, ça contraste un peu avec Vendredi 13-3, où ce que Jason, lui, dans la même situation s'était produite, mais Jason s'était tassé. Ben, dans ce film-là, Jason, il est rendu un mort-vivant, fait que il n'y a pas de problème, il peut se faire rentrer dedans, puis il n'y a pas de problème, là, ça va pas y faire mal. Mais Jason va se téléporter exactement. C'est pas très clair exactement qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Rennie, elle va comme continuer à rouler, puis là, tout d'un coup, elle va voir l'enfant Jason au milieu de la rue. De la rue ou la route. Puis elle va rentrer dedans, mais finalement, ça va être un mur. Mais là, on va voir Jason à terre. Mais c'est-tu Jason qui a rentré dedans un peu plus tôt, ou c'est Jason qui s'est téléporté puis elle est rentré dedans? Puis qui a revolé, quelque chose de même. C'est pas tout à fait clair. On a vu tout au courant du film que, dans le fond, elle voyait Jason en enfant un peu partout. Il y a eu 4... c'est arrivé 4 fois là, pendant le bateau, puis là, ben, c'est un peu comme la dernière fois. Là, on comprend exactement pourquoi elle a un traumatisme envers Jason. Mais c'est comme si elle avait barré ça de sa mémoire, puis là, ben, tout d'un coup, elle se rappelle là, que McCulloch, quand elle était plus jeune, ben, il l'avait poussé à l'eau pour essayer là, de l'aider à nager. Puis finalement, ben, ça avait fait tirer au fond là, par Jason, mais finalement, McCulloch est allé la sauver, mais je veux dire, elle était restée traumatisée de tout ça. Puis c'est sûr qu'à partir de là, ben, on sait que McCulloch, c'est quand même un salaud. Puis bien sûr, ben, ça va amener là, que Jason, une fois qu'il va s'en réveiller, ben, il va sauter sur McCulloch. Puis il va le faire souffrir. Puis en même temps, ben, c'est là où il fallait voir aussi nos personnages là, qui est en train de se révolter là, sur McCulloch. Puis là, ben, depuis le début du film, on voit que c'est McCulloch qui prend tout le temps la place. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il dit que ben, ça va se passer comme moi. Ben là, Sean va se retourner de bord, puis il va repousser McCulloch, puis il va dire ben non, là, à cette heure, là, c'est fini, là, on n'a plus d'affaires à toi. Pendant le crash d'auto, il y avait le personnage là, de Colin qui est morte. Je veux dire, elle était restée à bord de la voiture, puis la voiture a explosé. Mais je veux dire, c'est comme juste OK. Je veux dire, on a ce personnage-là depuis le début, puis elle meurt, puis honnêtement, ça passe vraiment là, comme si de rien n'était. On voyait qu'il y avait quelque chose de quand même. C'est ça qui enclenche la mémoire pour Rennie. Je sais pas exactement pourquoi que c'est ça exactement. C'est même pas une mémoire avec Colin. En tout cas, c'est ça un petit peu là, qui marche pas. Dans ça, là, mais en tout cas, je trouve juste ça plate que ce personnage-là qu'on voit depuis le début, ben, elle n'a pas comme de mort du tout, là, dans le fond, là, elle disparaît du film, puis si t'es pas trop attentif, tu t'en es même pas rendu compte. Puis c'est sûr qu'avec le meurtre là, de McCulloch tout de suite à la suite de ça, ben c'est ça, c'est un petit peu plus satisfaisant parce que dans le fond, on n'aime pas McCulloch, puis McCulloch qui se fait dans le fond en premier, il se fait tirer d'en haut d'une bâtisse où ce que Jason s'est téléporté en haut de la bâtisse ou quelque chose de même parce qu'on l'a pas vu rentrer dans la bâtisse. Puis Jason va juste le virer à l'envers là, dans un genre de baril là, plein d'eau verdâtre ou quelque chose de même. C'est vraiment dégueulasse, mais en tout cas, il va avoir la mort qu'il mérite. Un peu comme le Dr. Cruz dans Vendredi 13-7, ben, Dr. Cruz a la mort qu'il méritait, ben, pareil pour McCulloch, il a la mort qu'il mérite. Alors là, il nous reste juste Rennie et Sean. Puis on a une première grosse poursuite de Jason. Dans le fond, Jason, il va les suivre dans un subway.
Puis finalement, ben, c'est ça qui est un petit peu n'importe quoi. Là. C'est sûr que là, on est rendu à New York, on va avoir des scènes là-dedans qui sont filmées à New York. Mais on est à 1h22 du film, c'est où est-ce qu'on a nos scènes. Puis le film dure 1h40. Fait que c'est vraiment comme le dernier 15 minutes qu'on est à New York là, propre. Dans le subway, je sais pas, j'ai jamais comme trouvé ça encore. C'était un petit peu comme le policier là, un peu plus tôt. Je trouve que Jason qui se promène là, dans les corridors du subway tout ça, dans le train, je sais pas, ça marche pas. Si mettons ils les auraient attrapés, ils les auraient tués en face de tout le monde, oui c'est bien probable, mais qu'est-ce qu'il aurait fait par la suite? Il aurait tué tout le monde par la suite sur le train, le monde s'en fout, puis je sais pas, ça me fait tourner la tête, là, ça me donne quasiment un mal à la tête à y penser exactement là, qu'est-ce qui serait produit par la suite. Jason va être mis hors d'état de nuire là, pour quelques minutes, où dans le fond, Sean va avoir fait arrêter là, le train, puis Jason va sortir par l'arrière pour essayer de les rattraper, puis finalement, ben, on va le pousser sur une track où, je sais pas, c'est l'alimentation là, du métro, puis qu'il y a genre 600 volts là-dessus, puis en tout cas, ça va l'arrêter, mais on sait très bien que c'est l'électricité qui réveille Jason, pas le tue. Fait que on va avoir une autre poursuite à la suite de ça. C'est là que, tu sais, on suppose peut-être que Jason est mort, quelque chose de même. On va se ramasser au Times Square, puis on voit qu'ils sont sur place, puis c'est probablement la seule fois où ils ont vraiment réussi à filmer sur place, puis que ça a coûté cher dans le fond là, toute la production, c'est ça qu'on a essayé de nous vendre là, que Jason à New York. Fait que on voit cet endroit là. Mais, on voit Sean et Rennie marcher, et Jason, il est à peu près 3 mètres en arrière d'eux autres, mais il reste là. Je sais pas, c'est une question visuelle, ok, je comprends, mais il n'y a pas de logique pour que Jason fasse pas 3 pas, puis les attrape et les tue. Ça marche pas tout à fait. Là. Ça m'a toujours dérangé là, comme plan. Puis, ils vont continuer à marcher pendant, genre, peut-être une minute plus loin. Puis Jason va juste, comme, rester planté là. Il y a juste Rennie, une fois que, elle va regarder alentour, elle va comme être peut-être émerveillée par le Times Square, qu'elle va se retourner de bord, puis qu'elle va voir Jason qui était resté là. Il attendait quoi, Jason? Je sais pas. Fait que Jason commence à marcher, à essayer là, de peut-être les rattraper, ou je sais pas trop. Il essaie de garder la distance avec eux autres. Peut-être que Jason il était très avant-gardiste là, avec le COVID, il y avait toujours une distance sociale avec eux autres. Mais en tout cas, il arrive puis il croise une gang là, de bums, puis dans le fond, Jason il donne un coup sur leur radio, tout ça. Je sais pas, mais ça c'est pas, me semble, Jason nécessairement. C'est juste que je me dis, Jason c'est plus quelqu'un qui se cache dans les bois puis qu'il va sortir à la dernière seconde pour tuer quelqu'un. Pour quelqu'un qui va arriver, qui va marcher dans le Times Square pour donner un coup de pied sur une radio, pour donner pour signaler qu'il est là, normalement il essaie là, de rester le plus low profile possible. Donner le coup de sa radio, ça a comme pas rapport. Là, on voit que il monte sa face au petit bum, puis après ça, ben, les autres ils ont peur, puis ils s'en vont. Pourquoi qu'ils ont pas tué, pareil, juste pour le fun, là? C'est ça qui est un petit peu bizarre, hein, quelque part. Je veux dire, on essaie d'avoir du fun, mais quelque part, on sait pas exactement quoi faire. Si on avait Jason à New York, on imagine quand même que Jason, il est pas en train de visiter New York, il veut tuer à New York, il veut pas juste tuer ces 4 personnes-là, il va tuer, on aurait pu peut-être remanier ça, mais en tout cas, c'est quand même assez bizarre là, comme qu'est-ce qu'on a là, comme idée de New York rendu là. Rennie et Sean vont se rendre dans un restaurant, puis Jason va défoncer la porte. C'est ça l'affaire. Depuis tantôt, il s'en vient tranquillement. Ok, il frappe un radio, tout ça. Puis là, il y a une porte devant lui, puis il défonce la porte. Genre, je suis là. Normalement, il dérange personne alentour, mais là, c'est ça. Il commence à. C'est peut-être les 600 volts aussi là, qui a fait changer un petit peu là, sa manière de penser.
Puis j'avoue que peut-être 100 volts aussi, ça peut quand même changer des petites choses. Mais ce qui est intéressant de cette scène-là, c'est que le cook qui est là, que Jason va ramasser puis qui va tirer là, dans le miroir arrière, c'est la personne là, qui s'occupe là, de coordonner les cascades du film. Mais c'est Ken Gersinger. Là, peut-être que ça vous dit rien en tant que tel, mais cette personne-là, c'est lui qui va faire Jason dans Jason contre ou Freddy contre Jason qu'on va couvrir là, dans quelques épisodes. Alors, juste de voir Jason contre un futur Jason, c'est quand même le fun de voir. C'est un genre des Easter eggs avant que ça soit un Easter egg. Là, c'est juste le fun à voir quand même. Mais en tout cas, fait que Reddy et Sean vont descendre dans les égouts. Puis, qu'est-ce qu'on trouve dans les égouts? On trouve pas des tortues ninja. On va savoir qu'il y a des genres de système qui nettoie les égouts à tous les jours. Puis à minuit, ben c'est ça, les égouts sont tous inondés là, de produits chimiques, tout ça. Ça doit pas être très bon pour la santé là, des gens qui habitent à New York, avec toutes les évaporations là, de ces produits-là là, dans les bouches d'égout, tout ça, ça doit pas être très bon, mais en tout cas, ça a l'air que dans New York 89, ben c'est ça qui se passe à minuit, genre tous les jours. Fait que c'est ça, il y a un gars d'entretien là, qui vont croiser là, dans les égouts juste avant là, cette fameuse inondation-là. Puis bien sûr, Jason va les rattraper, va se téléporter. Je suis vraiment pas un fan du Jason téléporteur là, qui apparaît n'importe où. Mais c'est ça, il va tuer là, le gars d'entretien avec une clé anglaise. Puis, dans le fond, il va avoir le dernier face-à-face avec Rennie et Jason, où ce que Rennie elle va tirer là, un genre de chaudière plein de produits toxiques dans le visage à Jason. Puis, comme dans tous les films qu'on a eu à date, ben, on doit voir la face à Jason. Puis là, ben, on y voit, mais il est en train de fondre là, avec les produits. Puis ça, c'est juste la première étape. Parce que finalement, ben, c'est ça. Jason va se faire ramasser là, par tout le système là, de nettoyage d'égout, tout ça. Là, en tout cas, c'est vraiment un petit peu n'importe quoi. Là, mais Jason va se faire ramasser par ça. Puis on va voir un orage dans le ciel. Puis c'est comme s'il y a eu quelque chose là, qui s'est changé. Que genre. Puis Jason va redevenir un enfant. Dans le fond, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est un genre de démon, quelque chose de même, qui était Jason, puis là que genre la genre de malédiction a été brisée là, puis que finalement il redevient juste un enfant là, tu sais. Je sais pas exactement, c'est juste bizarre, puis tu sais ça va être le dernier film dans le fond là, dans cet univers là. Après ça, tu sais, on va tomber dans un autre film. Je trouve que d'un côté c'est comme si ça ferme tout rendu là, c'est quelque chose de plus qu'on a qui fait que Jason a été comme tué officiellement, je veux dire, il est mort là, je trouve ça le fun, mais c'est comme c'est pas venu là, si ça devait être une malédiction, quelque chose de même, on devait avoir un autre genre de mort, pas juste comme par hasard, juste un genre de choses qui arrivent de nulle part, des produits toxiques qui se promènent dans les égouts, tout ça. Il aurait fallu avoir un pieu dans le cœur, quelque chose de même. Pas ça. En tout cas, c'est intéressant comme idée, mais il fallait avoir quelque chose de plus que ça comme fin. On a Jason là, qu'on voit qui fait comme tout fondre là, dans les produits toxiques, tout ça. Puis on a comme c'est intercoupé avec Jason qui se noie, tout ça. Ça fait quasiment un peu la tragédie de Jason, quelque chose de même. C'est tout ça ensemble en plus qui ajoute là, à l'idée là, de la malédiction, tout ça là, que je suis en train de dire, tout ça, qui fait qu'à la fin, là, on dirait que on voulait faire un film que Jason allait mourir à la fin, mais à quelque part, ils sont arrivés puis on dit on dirait que comme il y avait une note des producteurs de Paramount, quelque chose de même, on dirait que c'est ça qu'ils sont arrivés puis on dit
savez-vous quoi? On va finir la franchise ici, puis essayer de faire quelque chose, là. Vous avez une journée pour finaliser toute la série avec le tournage aujourd'hui. C'était fait à la dernière minute, puis on dit, bon, ben, OK. Fait qu'on essaye de comme clore tous les 6 films en 30 secondes. Tu sais, je sais pas, c'est comme tout bâcle à la fin. Puis, encore une fois, ben, ça va me chercher un petit peu bizarrement. Alors, par la suite, ben, c'est ça. On trouve juste un enfant Jason. Qui est comme en train là, qui est à la place de Jason. Fait qu'il n'a pas fondu, mais il est juste redevenu là, un simple enfant. Puis, ben. Le film finit là. On a le chien à Rennie là, qui va les rejoindre. J'ai même pas parlé du chien là, tout le long du film. Que lui, dans le fond, il suivait tout le long du film. Il y a un bout où Rennie elle avait des visions de Jason là, sur le bateau, puis lui, il avait les mêmes visions. Il était capable de voir Jason apparaître un peu partout. Alors, en conclusion, c'est un film que j'ai pas de problème nécessairement à écouter, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui marchent pas dans le film. Je dirais que le dernier 15 minutes, dans le fond, qu'est-ce qu'on a payé pour voir Jason à New York? C'est là où le film tombe en morceaux. J'aurais vu peut-être le film se passer tout au complet sur un bateau. C'est une des idées que le réalisateur avait, de soit le mettre sur un bateau ou de le mettre dans une grande ville, puis finalement il a combiné les deux idées, mais peut-être que ça aurait dû être juste sur un bateau. Quand la Paramount est arrivée puis il a dit ben on va couper le budget, puis on peut pas aller tant que ça à New York, puis ainsi de suite, puis on a encore coupé, ben le réalisateur aurait dû dire bon ben tant qu'à faire une idée à moitié, ben on va pas à New York, puis on se concentre pour faire un meilleur film plus constant sur le bateau, puis on essaye de faire le mieux qu'on peut, mais on n'essaie pas là, de se lancer un peu partout. Je pense que les 20 dernières minutes de ce film-là tuent le film. Ça veut pas dire que je donne un rouge au film, je vais y aller pour un vert, pas un vert, mais plus un jaune. Mais, un jaune, là, rougeâtre un peu. Je suis quand même capable d'écouter ce film-là, puis de m'amuser à un certain point. Je dirais que le fait qu'il y a 17 meurtres pendant le film, je pense que ça l'aide beaucoup. C'est juste, on est là pour voir des meurtres, puis il y en a beaucoup. C'est, je pense, le film où il y a le plus de meurtres depuis le premier film. Puis c'est quelque chose que, je veux dire, c'est un atout au film, c'est ça le but. Tu sais, le sens claustrophobe du bateau aussi, j'aime ça aussi. Je trouve que l'idée est bonne, mais c'est ça. Quand on se rend à New York, tout tombe à l'eau. En tout cas, c'est pour faire un jeu de mots là, avec le bateau, mais c'est ça le problème du film. Je pense que arrêter tout sur le bateau, ben ça aurait été un film là, pas mal plus qui serait mieux tenu. Puis le film aurait été pas mal plus endossable. Puis c'est sûr que les personnages, la plupart ne me dérangent pas, mais nos principaux, avec Rennie et Sean, ben honnêtement, j'ai bien de la misère avec eux autres. C'est pas que ils me répugnent, mais tu sais, j'ai pas d'attachement à ces personnages-là. Et c'est vraiment dommage que c'est supposé être nos personnages principaux, mais tu sais, j'aurais aimé ça, peut-être qu'il y en ait un des deux qui meurt. Tu sais, juste pas parce que je suis sadique, mais quelque part juste pour rajouter un petit peu là, de quelque chose envers ces personnages-là. Puis on fait comme sentir tout de suite en partant que ces deux personnages-là, ils vont survivre tout le long du film. Puis ça, c'est déjà un problème quand on a un film où on se demande normalement là, qui va survivre le film. Puis on sait exactement qui va toffer jusqu'à la fin. Puis tu sais, on n'est plus comme dans les premiers films où il y en avait juste une qui survivait. Là, on sait qu'on a un couple qui survit à chaque fois. Puis c'est ça que je pense qu'il manque un peu, juste avoir un peu là, de drame entre les personnages. C'est un film qui est quand même assez léger. Il n'y a pas vraiment... l'élément horreur est pas mal parti. Je pense que quand il y a plus les éléments horreur, ben c'est les bouts où ce que j'aime le plus. Là, comme le meurtre du boxeur dans
le sauna là, où il se fait rentrer la pierre dans le ventre. Le drogué voleur là, qui se fait renfoncer là, la seringue dans le dos. C'est probablement là, mes deux meilleurs meurtres du film, ou même Eva là, sur la piste de danse. Là, c'est des choses que j'aime bien. Mais c'est intercoupé de Jim, le navigateur là, du Jim 2, comme j'ai appelé. Lui qui se fait tuer avec une perche, le marin qui se fait tirer par un autre personnage. C'est tout un peu des affaires de même. Là, mais en général, c'est quand même acceptable pour les meurtres. Là. C'est sûr qu'il y a des fois, comme avec Tamara, où on aurait pu voir quelque chose là, d'assez brutal, on coupe la séquence, puis on sait pas, on voit pas exactement ce qui se passe avec elle. Fait que c'est toutes des petites affaires de même là, qui me tombent sur les nerfs un peu au travers du film. Mais c'est un peu des choses qui m'empêchent pas qui m'empêche de donner un verre, mais que l'autre côté, je suis pas capable de donner le film au complet. Alors, ça va rester pas mal que c'est tout le temps les 4 premiers films là, de cette série-là qui vont toujours être comme les meilleurs là, de la franchise. Mais les 4 suivants, là, de 5 à 8, c'est des films là, que j'ai même avec aujourd'hui, il y a un certain degré là, d'endossement. Mais c'est comme un peu là, haut et bas. Puis on a eu le 6 qui est quand même un bon divertissement. J'étais quand même capable là, d'endosser là, le vendredi 13-7. Mais c'est très loin là, des 4 premiers films. Ce qui est quand même drôle, c'est que ce film-là a été encore moins rentable que Vendredi 13-7. Et dans le fond, là, ça va faire qu'on va comme fermer la franchise pour Paramount. Paramount, c'est ça, eux autres vont décider là, que c'est terminé. Mais tu sais, on est comme à un certain point là, dans le temps. On a le jeu sur Nintendo qui était sorti. On a essayé quand même de faire de la promotion et tout ça. Puis tu sais, même avec des choses de même, c'est là où on n'est plus capable là, de rien faire avec la franchise. Est-ce que peut-être le personnage de Jason était rendu comme trop populaire, puis quelque part, il est juste populaire, mais dans le fond, là, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis là, on est sorti un petit peu trop à l'extérieur, tout ça. Peut-être qu'on aurait dû donner un peu plus de temps au lieu de peut-être essayer de juste en sortir un à chaque année, tout ça. Mais dans le fond, c'est un produit quand même. Ça reste qu'on a produit tous ces films-là pour pas cher, puis on essaie de faire de l'argent avec. Mais là, je veux dire, c'était le temps là, de clore là, la série. Et Paramount, ils ont décidé là, que c'était terminé et qu'ils passaient à autre chose. Fait que au prochain podcast, là, dans les vendredis 13, Jason va se ramasser chez New Line, qui est la compagnie qui produise les films là, de A Nightmare on Elm Street ou Les Griffes de la Nuit, qui est dans le fond la série de films avec Freddy Krueger. Puis en tout cas, on va commencer à parler là, tranquillement là, comment que l'histoire là, de Freddy contre Jason va se préparer tranquillement. Même si on avait comme un peu des rumeurs ou des idées là, avec Vendredi 13-7, on va peut-être commencer à avoir là, des petites idées. Mais ça, on va en parler là, quand on va parler là, de Jason va en enfer. Mais d'ici là, on va parler là, de les 2 prochains films de Freddy, là, soit Freddy 5 et Freddy 6. Puis c'est ce qui va être comme pour la franchise de Freddy, on va comme terminer un air aussi pour cette franchise-là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, ça va être pas mal, je veux pas dire n'importe quoi, mais on va aller dans le DC, on va faire du Freddy, on va faire du Mortal Kombat, qui va avoir le nouveau film là, qui va sortir très prochainement, puis c'est ce qu'on va parler là, très prochainement, probablement la semaine prochaine, ou en tout cas, je veux dire, lorsqu'il va sortir, puis j'ai eu le temps de l'écouter et d'en parler. Bien sûr, la franchise là, de King Kong et Godzilla, on a fini là, cette rétrospective-là. Vous pouvez toujours retourner en arrière puis écouter là, qu'est-ce que moi et Christophe avons à dire là, sur la plupart là, des films marquants dans les 2 franchises. Et bien sûr, en parallèle, chaque semaine, on parle de James Bond, où est-ce qu'on se dirige là, tranquillement là, vers le nouveau film là, qui devrait sortir au mois d'octobre.
Fait que ça, c'est toutes des choses là, qu'on couvre au podcast dans les prochaines semaines. Éventuellement aussi, on va parler là, du nouveau film de Décadence. Vous pouvez toujours retourner là, sur le site de premiervisionnement.com puis voir que je les ai couverts là, l'année passée. J'ai couvert tous les 8 films là, de cette franchise-là. Fait que plus tard, dans quelques semaines, on va parler du 9e film là, dans cette franchise-là. Mais entre-temps, si vous voulez, dans le fond, savoir qu'est-ce qui, tout de suite, lorsque les nouveaux podcasts sont disponibles, vous pouvez vous rendre sur le Facebook de Premier Visionnement ou le Twitter de Premier Visionnement. Vous allez savoir exactement qu'est-ce qui sort là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Puis en même temps, n'hésitez pas à commenter là, sur l'épisode d'aujourd'hui ou peu importe l'épisode que j'ai couvert dans le passé, n'hésitez pas à donner votre avis. Plus on en parle, plus c'est le fun. Mais d'ici le prochain épisode, l'ordinateur dit bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.